RCF. C'est une question à laquelle les médias cherchent à répondre depuis plusieurs semaines. Déjà, y aura-t-il une pénurie de médicaments cet hiver ? Sera-t-elle pire ou pas que l'année dernière ? Comment s'organise la chaîne d'approvisionnement du médicament en France ? Eh bien, on a 30 minutes pour en parler. C'est la Loire en question et c'est sur RCF. La Loire en question, Clément Bonsignor. Et pour répondre à ces questions, je suis aujourd'hui avec Olivier Rosaire. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir fait le déplacement dans nos studios. Vous êtes président de l'URPS Pharmaciens Auvergne-Rhône-Alpes. URPS, c'est l'Union régionale des professionnels de santé. Pharmaciens, donc Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, je l'ai pas dit dans le lancement, mais évidemment, difficile de passer à côté de l'actualité et la mobilisation des pharmaciens aujourd'hui. Olivier Rosaire. Oui, alors merci déjà de cette invitation et effectivement ça tombe bien si je puis dire puisque aujourd'hui 21 novembre c'est la journée qui a été prévue pour faire une démonstration de mobilisation. Alors il y a plusieurs choses dans cette mobilisation aujourd'hui. Alors au départ c'était à l'initiative des étudiants en pharmacie pour une réforme des études parce que depuis qu'elle a été mise en place, cette réforme, elle montre de grandes faiblesses et avec une faible attractivité de la filière. Et c'est ajouté à ça une vraie difficulté aujourd'hui économique au niveau des officines, avec une prévision de négociation avec l'État prévue pour cet hiver. Et en amont de cette négociation, on a voulu montrer aujourd'hui quelle était la vraie inquiétude du secteur de la pharmacie en France sur un grand nombre de sujets. Alors on va parler de la problématique des ruptures, mais évidemment au premier rang desquels la situation économique qui veut qu'aujourd'hui on constate dans le territoire un grand nombre d'officines sont en train de fermer leurs portes. On l'explique comment ça, justement, ces fermetures et ce manque d'argent finalement ? Je crois que c'est un manque de vision de l'État qui, dans le domaine de la santé, se prévaut de faire souvent de la prévention. En fait, on n'a pas su prévenir les difficultés du système de santé. Ça fait très longtemps qu'on alerte. Alors aujourd'hui, les pharmacies ferment, mais en fait, c'est pas quelque chose qui est arrivé cette année. C'est finalement l'aboutissement d'une mécanique qui s'est mise en place depuis 5 à 10 ans. Dans les territoires, les pharmaciens qui étaient présents ont tenu, mais finalement, à la fin, à 60, 65, 70, 75 ans, ne trouvant plus de solution pour faire reprendre leurs officines parce que les situations sont compliquées en local, finissent par fermer leurs portes. Et il y a un manque sur les territoires. Il n'y a pas de manque de pharmaciens en revanche ? Si, alors c'est aussi pour ça qu'il y a cette mobilisation des étudiants aujourd'hui. On est très en difficulté au niveau du recrutement dans les officines. Pareil, là aussi, c'est multifactoriel. Il faut pouvoir redonner de l'attractivité à la filière. Et c'est vrai que tout est lié. Si l'État montre son soutien aux pharmacies, très certainement, les étudiants auront envie de se lancer dans une carrière où il sait que derrière, les institutions sont au soutien. Oui, il y a une perte d'attractivité un petit peu du métier pour les jeunes. Oui, alors je ne vais pas focaliser uniquement sur la pharmacie. Bien On sûr. sait que c'est un problème assez général. Dans toutes les filières d'activité, il y a des difficultés d'attractivité. La situation est compliquée. C'est vrai que dans le domaine de la santé, peut-être un petit peu plus qu'ailleurs, et je parle pour tout, que ce soit médecin, infirmier, pharmacien à l'hôpital, parce que nous, en fait, on est contraints à beaucoup de choses. Déjà, les pharmacies sont ouvertes 6 jours sur 7 partout sur le territoire, donc il y a un besoin important de travail. On ne peut pas se permettre de fermer nos officines plusieurs semaines dans l'année. On est obligé d'avoir un travail continu pour assurer la continuité des soins sur le territoire. Sur des grandes amplitudes horaires en plus, souvent. Et en plus, sur des grandes amplitudes, une pharmacie est ouverte en moyenne entre 55 et 65 heures par semaine. Alors, on parle effectivement de ces négociations qui vont arriver avec le gouvernement. Allez, dans l'idéal, ça serait quoi, justement ? Qu'est-ce que le gouvernement pourrait faire pour améliorer la situation ? Alors déjà, c'est quand même forcément montrer sa bonne volonté pour revaloriser l'économie de l'officine. Le gouvernement, malheureusement, reste sur l'idée que la crise Covid a généré beaucoup d'économies au sein des officines, sauf que la crise Covid, elle est un petit peu derrière nous, et nous, nos négociations ne portent pas sur ce qui s'est passé l'année dernière ou l'année d'avant, mais pour donner de l'avenir à notre profession, c'est-à-dire pour les années 2024-2028. Donc on veut un signe fort. Aujourd'hui, rien que pour arriver en 2023 au même modèle économique qu'on avait en 2022, il nous faudrait 700 millions d'euros pour le réseau officinal. Et quand je dis ça, et donc j'ai eu l'occasion d'échanger avec l'assurance maladie à ce sujet, quand je dis ça, c'est uniquement pour se retrouver
à zéro. C'est-à-dire les pertes qu'on va avoir sur 2023 par rapport à 2022 au niveau national se chiffrent à peu près à cette hauteur-là. Oui, donc il faut effectivement un peu plus d'argent, d'autant plus que, on l'a dit, les pharmacies ferment dans les territoires. Alors en ville, on a perdu des pharmacies, par exemple à Saint-Étienne, mais effectivement, on a tendance à se dire, si on a une de fermée, il y en a une d'ouverte un peu plus loin. C'est pas le cas dans les petits villages, et là, ça devient effectivement des déserts médicaux, on peut le dire. Hein. Oui, alors c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de fermetures de pharmacies dans un premier temps qui se sont faites en milieu urbain. Il y a eu une restructuration, puisqu'aussi les milieux urbains, on sait que la population a un petit peu bougé, s'est mise un petit peu sur la périphérie. Et comme vous l'avez dit, dans les agglomérations comme à Saint-Étienne, par exemple, vous avez des petites officines qui ont fermé, mais vous avez d'autres qui ont fusionné, en fait, et donc ça fait des structures un petit peu plus grosses. Par contre, quand vous avez un territoire, vous avez une pharmacie qui est toute seule à 10 ou 15 km à la ronde, effectivement, quand elle ferme, ça donne un vrai problème d'accès aux soins sur le territoire. Alors justement, parlons d'accès aux soins et d'accès aux médicaments. Alors ça commence à devenir un petit peu un marronnier. Un marronnier, pour ceux qui ne le savent pas, c'est évidemment quelque chose qui revient tous les ans, un sujet qui revient tous les ans dans les médias, parce que c'était déjà le cas l'année dernière. On parlait déjà de pénurie. Alors oui, on en parlait déjà fortement l'année dernière. Mais nous, on en parle depuis 10 ans de problématiques d'approvisionnement. On avait déjà régulièrement des ruptures qui étaient un petit peu épisodiques. Mais alors, depuis 2 ans, évidemment, la situation a explosé et nous met très en difficulté. Nous, pourquoi ? Parce que on a du mal à s'approvisionner et on a du mal à expliquer aux patients pourquoi ils ne peuvent pas avoir leur traitement. Alors effectivement, sur là aussi, je vais faire un peu de généralité, mais sur un Doliprane, c'est peut-être un peu moins grave que sur certains médicaments de niche et essentiels à la santé, voire à la survie de certains patients. Très clairement, si vous ne pouvez pas avoir votre insuline quand vous êtes diabétique de type 1, vous ne tenez pas très longtemps. Et si je parle de l'insuline, c'est parce qu'il y a quelques insulines qui sont régulièrement en rupture, alors des fois pendant 10 jours, 15 jours. Bon, ça dure pas trop longtemps, on arrive finalement à en avoir, mais on est toujours sous tension, on passe beaucoup de temps à essayer de trouver des solutions d'approvisionnement. Il y a des produits pour la tension, pour l'hypertension qui sont en rupture. Alors aujourd'hui, on nous donne des protocoles pour essayer de trouver un autre traitement, mais on voit bien qu'aujourd'hui, on est en train de mettre en place du bricolage dans un pays qui se veut une des grandes puissances mondiales. On a du mal à soigner correctement les gens. Ça, c'est une réalité. En 2023, en France, on a du mal à soigner correctement les gens. Alors ça, c'est une vraie réalité. Alors j'en parle évidemment beaucoup mieux sur la pharmacie parce que c'est quelque chose que je connais, mais je peux vous dire que le système de santé aujourd'hui est clairement à bout de souffle. Alors, pour la pharmacie, passer ne serait-ce qu'une après-midi, quelques heures, en fait, nous, on passe notre temps à gérer la crise du système de santé. Très clairement, notre job, c'est tous les jours de gérer des difficultés du système de santé. Et les gens nous interpellent, viennent se renseigner, viennent essayer de trouver des solutions et on est en mode gestion de crise. Ça devient un peu le premier interlocuteur finalement, la pharmacie, puisque avant, justifié ou pas, hein, mais c'est vrai qu'on avait tendance à aller aux urgences un petit peu. Maintenant, il y a un filtre aussi devant ces urgences, donc on appelle le pharmacien finalement là aussi. Alors c'est vrai qu'on a un point commun avec les urgences, on est les deux seuls systèmes qui sont accessibles quasiment en permanence. On n'a pas besoin de prendre rendez-vous pour aller en pharmacie, on peut appeler, en général, les gens vous répondent, etc. Et évidemment, quand le système est contraint, ça déborde là où c'est encore accessible. Les urgences ont commencé à mettre un petit peu de filtre, ce qui est tout à fait justifié parce qu'on n'a pas besoin de solliciter des choses très techniques pour des besoins assez infimes. Mais par contre, du coup, forcément, ça se reporte sur les pharmacies qui sont extrêmement sollicitées. On reçoit des dizaines, voire des centaines d'appels par jour. Vraiment, je pense qu'une pharmacie moyenne est pas loin de 100 appels par jour. Ce qui est énorme. Finalement, on fait appel à son pharmacien beaucoup plus qu'à son médecin ou qu'à ses professionnels de santé. Les gens essayent de trouver là où ils peuvent avoir une réponse. Alors c'est vrai que les médecins ont beaucoup de travail, c'est compliqué, on peut pas les déranger en permanence alors qu'ils sont en consultation. Bon, dans une pharmacie, vous avez en général 3, 4, 5, 6 personnes qui travaillent, donc il y en a toujours une qui peut éventuellement prendre un appel. Donc oui, les gens ont bien compris ça. Olivier Roser, vous restez avec nous. Vous êtes président de l'URPS, l'Union régionale des professionnels de santé, pharmacien Auvergne-Rhône-Alpes. Allez, sur RCF, vous êtes toujours au cœur de la Loire en question. On reprend notre entretien. La Loire en question, Clément Bonsignor. Et on est toujours avec vous, Olivier Roser, président de l'URPS, pharmacien Auvergne-Rhône-Alpes. On a parlé de cette mobilisation, évidemment, qui a lieu aujourd'hui.
avec possiblement d'autres mobilisations dans le futur, on l'a compris quand on lit entre les lignes, mais on parle aussi de cette pénurie de médicaments ou pas, mais enfin on a compris qu'il y en avait quand même. On évalue comment la dépendance actuelle de notre pays à l'importation de médicaments? Eh ben justement, en constatant ces problématiques de rupture et d'approvisionnement, puisque si on avait une fabrication totale des médicaments qui se retrouvait au moins au niveau intra-européen, on n'aurait pas ces difficultés-là dans un marché qui, clairement, le marché du médicament, c'est un marché totalement international. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'un médicament n'est pas fabriqué que par une seule entreprise. Dans un médicament, vous avez l'emballage, vous avez le conditionnement, vous avez un certain nombre de molécules qui sont à l'intérieur et toutes ces molécules ne sont pas fabriquées forcément par le même laboratoire. Donc vous avez ce qu'on appelle en anglais une supply chain un peu complexe qui fait que s'il y a un des éléments qui manque, c'est comme un être qui manque et tout est dépeuplé. Là, c'est pareil pour le médicament. Oui, en fait, j'allais vous demander s'il y avait des tensions dans l'approvisionnement en raison des problèmes de production à l'étranger ou est-ce que c'était dû au retard dans les importations, un peu tout ça alors, je dirais que c'est peut-être moins le problématique des retards sur les importations. De toute façon, c'est pas un problème de retard, c'est un problème de stratégie des laboratoires sur la distribution des médicaments sur la planète. Évidemment, eux, dans une stratégie purement économique, vont privilégier les pays dans lesquels les médicaments sont achetés à un prix plus élevé. Et la France a eu une stratégie qui d'ailleurs perdure en 2023, parce que quand je vois ce qui est proposé dans le projet de loi de finances de la sécurité sociale, on dit encore, on va encore baisser le prix des médicaments. Bon, manque d'imagination totale, encore une fois, puisque ça fait 10 ans qu'on fait ça, et on voit que une des conséquences, c'est pas la seule, fait que la France n'est pas un pays privilégié pour l'approvisionnement des médicaments. Et oui, forcément, quand on peut vendre plus cher ailleurs, pourquoi vendre en France à prix réduit? Oui, surtout dans un système aujourd'hui qui est de plus en plus contraint, puisque la demande mondiale a augmenté. Les pays du tiers-monde, à l'époque, achetaient peu de médicaments. Maintenant, ils commencent à en acheter. La Chine achète beaucoup de médicaments, et y compris pour elle-même, puisqu'elle est aussi productrice. Donc, on est passé un petit peu en dessous de la pile au niveau international. Pourtant, Olivier Roser, on a des laboratoires français qui sont... on a envie de dire mondiaux, enfin d'une renommée mondiale. Pas de médicaments, pas de production en France ou on vend ailleurs. Alors c'est une stratégie qui date des années 90-2000. Alors on a beau parler de laboratoires français, en fait ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a des médicaments qui sont en gros assemblés en France. Alors, je ne sais pas si on peut citer le nom d'entreprise. Alors bon, si vous prenez par exemple le fameux Doliprane, ce qu'il faut savoir, c'est que le paracétamol qui était fabriqué au nord de la Drôme pendant des années, le choix a été fait de supprimer la fabrication de paracétamol et ce n'était plus fabriqué qu'en Chine. Il n'y avait plus que du paracétamol chinois. Et d'ailleurs, pour toutes les marques qui vendent du paracétamol, pour des raisons évidentes de coût, puisque ça coûtait moins cher. Et la difficulté aujourd'hui, alors on s'est un peu délesté sur les pays asiatiques de cette production pas chère, mais aussi parce que c'est sale la fabrication. Et aujourd'hui, si on veut reproduire en France, on ne peut plus reproduire en France comme on le faisait à l'époque. Il faut des normes aujourd'hui environnementales qui soient importantes. Et si on veut mettre ça en place, et c'est quand même un petit peu ce qui est en train de se faire, forcément, ça a un coût un petit peu supérieur. Si on ne veut pas rejeter dans les fleuves tous les déchets de la production liés à la production de médicaments, aujourd'hui, il faut essayer de faire un effort là-dessus. Donc, ça oppose aussi un effort sur le prix des médicaments. On tend à relocaliser un petit peu de la production de médicaments en France ou pour l'instant, on n'en entend pas trop parler? Oui, très clairement. D'ailleurs, le président de la République s'est déplacé dans notre région au mois de juin. Il est venu en Ardèche justement pour présenter ce plan de réindustrialisation, alors qui avait déjà démarré. Donc il y a une vraie volonté de l'État de réinvestir dans des industries en France pour pouvoir être autonome, en tout cas au maximum. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est aussi un enjeu géopolitique. Quand vous avez un pays qui détient les clés d'un certain nombre de produits, ça peut jouer dans différents contrats. En gros, écoute, je t'achète tes avions moins chers, si toi tu m'achètes mes médicaments plus chers, etc. Enfin, il y a un peu un deal qui peut se faire comme ça. Alors vous, dans tout ça, en tant que pharmacien, comment vous faites pour gérer les stocks et essayer d'anticiper ou pas les pénuries selon les médicaments en plus? Alors déjà, pour être clair, dans nos études de pharmacie, c'est pas du tout un sujet qu'on aborde et on a été obligé d'apprendre sur le tard comment gérer cette difficulté d'approvisionnement. Alors déjà, ça nous prend beaucoup de temps parce qu'on interroge tous les jours, vraiment tous les jours, nos fournisseurs. Est-ce que tu peux m'avoir 3 boîtes de ci, 2 boîtes de ça? Avant, on avait un stock en gros dans les officines qui permettait de tenir 3 semaines. Aujourd'hui, on a des stocks qui peuvent
qui tiennent à peu près 2 voire 3 jours grand maximum. Donc on est vite en difficulté si la demande augmente. Et ce que je crains, c'est que comme l'année dernière, évidemment, les pathologies hivernales commencent à arriver. Vous avez noté peut-être dans votre bulletin météo qui commence à faire un petit peu plus frais aujourd'hui dans le département. Forcément, ça va avec une augmentation des rhumes, des pathologies, etc. Et ben, la demande va augmenter. Je ne suis pas certain qu'on va pouvoir répondre à cette demande. Donc on essaye d'optimiser, mais on peut pas en fait. C'est-à-dire qu'une fois qu'on en a plus, on en a plus. Donc c'est on disait quelques boîtes quelquefois. Donc c'est les 5 premiers qui vont arriver. C'est un peu comme ça. Malheureusement, oui, on est obligé un petit peu de faire ce genre de choix. Alors, on essaye de faire au mieux, de privilégier, de regarder les besoins, les vrais besoins des gens par rapport à leur traitement. Hein. Peut-être d'enlever quelques comprimés sur une boîte pour dire, bah voilà, si vous avez besoin que 3 comprimés sur une boîte de vin, on va vous garder les autres pour les donner à quelqu'un d'autre. Bon, mais ça reste du bricolage. On verra ce que ça va donner. Alors le ministre a fait des propositions. Hein. Il a décidé d'augmenter le prix de l'amoxicilline, par exemple, de 10% cette année si le laboratoire s'engageait à fournir un peu mieux. On va voir. J'attends de voir ce que ça va donner. Il y a aussi un truc, c'est que l'État, dans un objectif de rupture, avait demandé au laboratoire d'avoir un stock stratégique de 2 mois. Nous, on demande de faire sauter cette histoire parce qu'en fait, c'est une fausse bonne idée. C'est qu'en gros, vous avez aujourd'hui des laboratoires qui ont 2 mois de stock. Et ils ne peuvent pas l'utiliser parce que c'est une contrainte réglementaire. Vous devez avoir 2 mois de stock. On dit non, épuisez vos stocks, on verra quand il n'y en aura plus du tout sur le territoire. D'abord les patients et ensuite... D'abord les patients et on verra le stock stratégique. Il y a des médicaments pour lesquels c'est particulièrement tendu ou préoccupant. Actuellement, on parlait de l'insuline par exemple. Oui, alors vous avez d'autres traitements aujourd'hui pour la tension, un traitement qui s'appelle le Corgard, qui est absolument indisponible. Vous avez la flécaïne aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'équivalent à ces traitements-là. Pour des arythmies, c'est compliqué, évidemment, les gens sont inquiets parce qu'on ne peut pas rester, quand on a un vrai problème cardiovasculaire, on n'arrête pas son traitement. Sinon, je vous laisse imaginer les conséquences. C'est au mieux une hospitalisation pour un problème cardiaque, au pire, compliqué de prendre rendez-vous pour Noël. C'est inquiétant ce que vous dites. Est-ce que finalement on a peur un petit peu quand on parle de la santé, etc. On se dit tiens, il y a déjà des médecins qui te disent attention, d'ici 10, 15 ans, la France, presque un désert médical. Vrai ou pas, Olivier Rosaire? Tous les 1er janvier, on se dit bonne année et bonne santé, l'important c'est la santé. En fait, oui, dans la vie des gens, l'important c'est la santé. Quand vous n'êtes pas en bonne santé, quand vous êtes malade, et des maladies plus ou moins graves, et quand elles sont plus graves, c'est votre première priorité dans la vie. Et je regrette que dans les sujets qu'on prenne aujourd'hui dans l'actualité, ce soit le dernier sujet. On s'y intéresse une fois épisodiquement, mais il y a un vrai problème structurel depuis un grand nombre d'années. Et aujourd'hui, c'est pas un sujet qui est traité. C'est clairement pas un sujet qui est traité. On parle beaucoup d'économie, on parle de l'inflation, d'un certain nombre qui sont effectivement des problématiques auxquelles il faut s'attacher. Mais aujourd'hui, si l'essence coûte plus cher, mais que vous avez une maladie avec un pronostic vital en jeu, le sujet de l'essence est un petit peu moins prioritaire par rapport à avoir accès aux soins pour votre propre santé et peut-être votre propre existence. C'est tout le système qu'il faut revoir de santé. Oui, c'est tout le système de santé qu'il faut revoir. Et là, je vais l'affirmer haut et fort, parce que je connais bien le système de santé avec les fonctions que j'exerce depuis plus de 10 ans. On a eu trop un prisme sur l'hôpital. Aujourd'hui, si on veut que ça fonctionne mieux, il faut voir le système de santé comme un ensemble. Que ce soit les libéraux, les médecins, les infirmiers, les sages-femmes, etc. Tous, y compris les structures hospitalières, on doit embarquer pour trouver des solutions, pour s'organiser mieux. Parce qu'en fait, le vrai sujet, c'est un manque d'organisation du système de santé en entier. C'est pas que au sein de l'hôpital qu'il faut mieux organiser les choses. C'est partout, de toute la logistique du système de santé, depuis même le médico-social jusqu'au service de chirurgie cardiaque. Donc on espère que le message sera entendu. Les négociations vont continuer avec le gouvernement. Elles attaquent quand ? Alors, on espère avoir une première date de rendez-vous, mais normalement, elle devrait attaquer au mois de décembre. On est parti pour 3 mois de négociations. Ça avait été prévu dans un calendrier qui nous avait été donné début 2022. J'ose espérer qu'ils prendront la mesure du problème, ce qui ne serait qu'un des maillons de solution au problème qu'on a aujourd'hui. Merci beaucoup, Olivier Rosaire, d'être venu chez nous. Merci Clément. Vous êtes président de l'URPS, l'Union régionale des professionnels de santé Loire pharmaciens. La Loire en question, revient demain, tout simplement. Merci à Emmanuel Bouissière, à la technique. À demain.